Bienvenue pour cette exploration un peu particulière aujourd'hui. On va remonter le temps avant le chaos sur Terre pour comprendre l'origine de tout ça. Le crash du vaisseau Maginot, c'est un moment clé vraiment. Un flashback qui nous plonge 17 jours avant l'impact. On va voir comment l'horreur a commencé à bord, dans une ambiance très oppressante, très confinée. Ça rappelle un peu certains classiques, hein. Ah oui, tout à fait. Et c'est essentiel parce que ça ne fait pas que raconter comment les xénomorphes sont arrivés, ça dévoile surtout les coulisses humaines, les trahisons, les motivations cachées. C'est là qu'on comprend les vrais enjeux, en fait. Et à bord de ce vaisseau, comment un simple voyage de routine Weyland-Yutani a pu tourner au désastre absolu? Ok, allons-y, décortiquons ça. Et la première pièce du puzzle, c'est que ce n'était pas un accident. Pas du tout. C'était un sabotage, méticuleusement préparé par l'ingénieur en chef lui-même, Petrovich. Exactement. Petrovich, il avait une double motivation. D'abord, une haine féroce contre Weyland-Yutani. Il les tenait pour responsables de la mort d'un proche lors d'une mission de collecte qui a mal tourné, comme souvent. La vengeance, donc, classique mais efficace. Oui, mais il y a aussi l'appât du gain. Boy Cavalier, le grand Manitou de Prodigy, l'organisation rivale, lui a fait une offre, une fortune, et surtout un nouveau corps synthétique. Une technologie apparemment inspirée par ces histoires de transfert de conscience. Ouais, c'est d'une nouvelle vie, littéralement. Ça explique pas mal de choses. Et comment il s'y est pris alors? C'était assez sournois. Il a fait croire qu'il était en cryo-sommeil. Mais en fait, non. Il se baladait dans les conduits, piratait les systèmes du vaisseau. Son but précis, faire en sorte que le Maginot, avec sa précieuse cargaison alien, s'écrase pile sur le territoire de Prodigy City. Une livraison, quoi. Une livraison très spéciale pour Cavalier, en effet. Et le début du plan, c'est un incendie? C'est ça. Il déclenche un feu dans la salle de confinement des spécimens. L'idée, c'était juste d'attirer l'équipage, créer une diversion. Sauf que... ça dérape. Ah oui, ça dérape complètement. Le feu cause beaucoup plus de dégâts que prévu. La navigation, HS. Les moteurs, touchés. Le vaisseau devient incontrôlable, une sorte de missile fou pointé droit sur la Terre. Et là, c'est le drame. L'explosion, le chaos, ça permet à 2 facehugers de s'échapper. Oh là là! Et c'est là que l'horreur commence vraiment pour l'équipage. Immédiatement. Le capitaine Dinsdale et un autre membre, Bronsky, sont attaqués, infectés. Le médecin, Rahim, il essaye d'aider le capitaine, d'enlever la créature, mais l'acide le tue. C'est terrible. Et Bronsky? Bronsky, lui, il est mis en cryo d'urgence. Personne ne sait encore qu'il est condamné, qu'il porte quelque chose en lui. Son sort est scellé, mais pour l'instant, il est juste en sécurité. Pendant ce temps, une partie de l'équipage se réveille en plein cauchemar, Marot notamment, réveillé par un certain Klim. Et ce qui saute aux yeux, c'est l'impréparation totale. L'incompétence. Un peu des deux, oui. La gestion de crise est chaotique. Zaveri, qui est l'officier en second, prend les commandes. Mais c'est compliqué pour elle, parce qu'elle a une liaison secrète avec Bronsky, celui qui est en cryo. Ah, ça n'aide pas. Non, pas du tout. Elle est tiraillée. D'un côté, les ordres de Weyland-Yutani, la cargaison avant tout. Donc, Bronsky infecté devrait rester en cryo pour être récupéré. De l'autre, la sécurité de l'équipage et puis ses sentiments pour lui. Ça pose une vraie question, tu vois, la loyauté à la compagnie ou à l'humain. Et comme si ça ne suffisait pas, d'autres créatures s'échappent. C'est la fête à bord ou quoi? C'est un peu ça, mais à cause d'erreurs humaines. Des tiques géantes, par exemple. L'officier scientifique Shibuzo a juste mal fermé un conteneur. Négligence pure, et hop, elles infectent Malakaït, un jeune ingénieur un peu naïf. Et on essaye de le soigner, j'imagine, ou... Oui, mais c'est encore pire. Une tentative de chirurgie à l'arrache libère un gaz toxique. Ça tue Malakaït, Shibuzo et Rahim, qui, apparemment, n'étaient pas morts la première fois, mais là, c'est définitif. Une hécatombe d'erreurs. Incroyable. C'est une vraie Bérésina. Et il n'y avait pas d'autres bestioles? Si. Le Thiocylus, cette créature avec des tentacules et des yeux partout, elle s'échappe aussi, et elle a l'air intelligente. Elle manipule des trucs, elle l'observe. Bon. Et pendant ce temps, le passager clandestin de Bronsky? Il finit par sortir. Le chestburster émerge violemment. Et voilà, maintenant il y a un xénomorphe adulte qui rôde dans les couloirs du Maginot.
La chasse commence. Le scénario classique, mais toujours aussi terrifiant. Tout à fait. Et on retrouve les éléments connus, hein. La créature qui utilise les conduits, l'ombre, la peur panique de l'équipage. Ils comprennent vite que son son acide est un danger pour le vaisseau lui-même. Donc pas d'armes lourdes. Ils sont limités aux armes non létales, c'est ça? Des pistolets électriques? Oui, ce genre de choses. Autant dire que face à un xénomorphe adulte, c'est léger. Ça complique énormément la tâche. Mais Marot, lui, il reste froid. Calculateur. Oui, c'est ça qui est frappant chez lui. Malgré le chaos, son passé, son bras bionique peut-être, le rendent différent. Il ne panique pas. Il cherche le saboteur. Il analyse la situation. Et il finit par trouver Petrovic. Il le démasque, oui. Et l'affrontement est rapide, presque chirurgical. Marot tue Petrovic. Froidement. Sa mission, ou ce qu'il en reste, passe avant tout. Et les autres créatures dans tout ça? Le Tigéocélos, par exemple. C'est un point intéressant. Le Tigéocélus, qui a réussi à prendre le contrôle du corps d'un autre membre d'équipage, Shmuel, il essaie d'interagir. D'abord, il tente d'avertir Chibuzo avant qu'il ne meure. Puis, il attaque le xénomorphe. Ah bon? Une bagarre entre aliens? Oui, il essaye de le mordre, peut-être de le contrôler, qui sait, sans succès d'ailleurs. Mais c'est fascinant, ça suggère que, les aliens ne sont pas tous potes, quoi. Il y a peut-être des rivalités, une sorte d'écologie propre entre eux. C'est pas juste eux contre nous. La fin approche, le vaisseau chute, c'est la panique finale? Oui, la course contre la montre. Et Marot, dans un réflexe de survie ultime, il se barricade dans une salle sécurisée. Et Zaveri. Zaveri reste dehors. Elle supplie Marot d'ouvrir, on l'entend crier, puis les bruits de l'attaque du xénomorphe. C'est brutal. Marot l'abandonne pour sauver sa peau et peut-être ce qui reste de la mission. Terrible fin pour elle. Très tragique. Et juste après, le Maginot s'écrase. Pile là où Cavalier et Petrovic l'avaient voulu, sur le territoire de Prodigy City. Le plan, malgré tout le chaos et les morts imprévues, a fonctionné. Et Marot est le seul survivant humain de l'équipage principal, seul avec les spécimens. Ce retour en arrière nous éclaire vraiment sur Marot, ce personnage si complexe. Son passé au Ghana, recueilli par la matriarche Shoutani. Oui, ça explique sa loyauté quasi fanatique envers elle, et par extension envers la compagnie, du moins au début. Son bras bionique, son éducation, tout ça l'a façonné. Mais il y a cette blessure, cette perte immense. Sa fille. Exactement. 65 ans passés en mission, en cryo la plupart du temps, mais loin. Et pendant ce temps, sa fille unique, Estelle, 19 ans, meurt dans un incendie. Il n'était pas là. Cette culpabilité, cette perte, ça l'a vidé en quelque sorte. Ça l'a rendu froid, détaché. Il voit l'humanité, les émotions, comme une faiblesse. D'où son obsession pour la mission, ramener les spécimens. C'est ça. C'est l'œuvre de sa vie, comme il dit. La seule chose qui lui reste, qui donne un sens à son existence brisée. Il n'a plus de foyer, plus d'attache, sauf cette mission. Et paradoxalement, c'est ce détachement, cette froideur presque inhumaine, qui lui permet de survivre à l'horreur du Maginot. Et après le crash, il rencontre la jeune Yutani, la petite fille de son mentor. Et là, sa trajectoire change encore. Oui, il lui raconte tout. Au début, elle est froide, distante. Mais ensuite, elle semble comprendre. Elle lui donne carte blanche, des ressources, et Malydro se fixe un nouvel objectif, retrouver Boy Cavalier et le tuer. Il devient un agent de vengeance, au service de Yutani, mais avec une motivation très personnelle. Parlons un peu des autres. Zaveri, la capitaine malgré elle. Ah, Zaveri. Elle est vraiment le symbole de l'humain dépassé par les événements et par les protocoles inhumains. Elle essaie de bien faire, de protéger les siens, son amant, mais elle est broyée entre les ordres de Weyland-Yutani et la réalité brutale de la menace. Sa mort est poignante. Elle montre vraiment l'échec de l'empathie face à la survie pure et dure. Et Petrovic, juste un traître vénal. Il est aussi le produit d'un système qui exploite et déshumanise. Sa rancœur contre Weyland-Yutani est sûrement sincère. Bien sûr, il y a l'argent, la promesse du corps synthétique, mais il incarne cette figure de l'employé désabusé, prêt à tout pour se venger de la corporation qui l'a consumé. C'est plus complexe qu'un simple méchant. Et le reste de l'équipage? Bon, on l'a dit, pas vraiment des héros, plutôt une galerie de failles humaines. C'est une vision assez pessimiste, mais oui. Entre Chibuzo et sa négligence fatale, Malakith et sa naïveté, ou d'autres personnages un peu déplacés, comme Tang, l'équipage semble surtout accumuler les erreurs.
Ils sont égoïstes, passifs-agressifs parfois. Leur incompétence collective ouvre un boulevard à la catastrophe. Ça renforce l'idée que souvent, l'humain est son propre pire ennemi. Marot se détache justement par son absence de ses faiblesses visibles. Et tout ça orchestré en fin de compte par Boy Cavalier. Oui, cet arc confirme vraiment son statut de grand méchant en coulisses. Sa manipulation de Petrovitch avec cette promesse de technologie peut-être même pas au point montre son cynisme absolu. La vie humaine n'a aucune valeur pour lui face à ses ambitions. Récupérer les aliens, obtenir un avantage technologique. Il est le visage de ce capitalisme sauvage, version Prodigy. Du coup, la rencontre finale Maru-Yutani, c'est vraiment le lancement de la prochaine étape. Absolument. C'est la formation d'une alliance, ou du moins d'un outil pour Yutani. Ça transforme le conflit. Ce n'est plus juste survivre aux aliens, c'est le début d'une guerre larvée, ou peut-être ouverte, entre deux titans corporatistes, Weyland-Yutani via Marot et Yutani contre Prodigy et Cavalier. Et les xénomorphes sont au centre, comme une arme, un enjeu stratégique. Le crash du Maginot, c'était l'acte fondateur de cette nouvelle guerre. On sent aussi tout l'amour pour la saga Alien dans cette histoire. Les clins d'œil sont partout. Ah oui, c'est un véritable hommage. Le titre même, In Space No One, le design du vaisseau qui évoque le Nostromo, l'esthétique gigeresque, et puis toutes ces scènes, la tentative d'arracher le facehugger, la discussion avec l'ordinateur de bord Mother, la découverte de l'acide, les conduits, même Marot qui a perdu sa fille comme Ripley. C'est truffé de références aux films, aux jeux, c'est une lettre d'amour à la franchise. Mais ce n'est pas qu'un hommage. Il y a aussi une critique assez acerbe, non ? Très acerbe, oui. La critique des corporations, Weyland-Yutani bien sûr, mais aussi Prodigy, est centrale. Leur cupidité, le fait qu'elles sacrifient des vies humaines sans état d'âme pour le profit, pour un spécimen, pour un avantage technologique, c'est dénoncé très clairement. Les employés sont interchangeables, jetables. Leurs parts de mission ne valent rien s'ils meurent. Et Cavalier, c'est vraiment la caricature du milliardaire techno sans scrupules. Qu'est-ce que ça dit de l'humain, au fond ? Que nos propres faiblesses sont peut-être notre plus grand danger. L'incompétence, l'égoïsme, la panique. Face à une menace comme le xénomorphe, ces défauts sont fatals. Il y a un contraste énorme entre la technologie de pointe et la bêtise humaine parfois. Marot survit justement parce qu'il semble avoir évacué une partie de cette humanité faillible. Du coup, on se demande si l'ennemi principal, c'est l'alien ou si c'est nous-mêmes. Et l'intelligence des créatures, on en a parlé un peu, elles ne sont pas juste des animaux féroces. Non, clairement pas. Le xénomorphe est un prédateur incroyablement intelligent et adaptable. L'étiquetis aussi montre une forme d'intelligence tactique pour s'échapper et infecter. Et le Tigocellus, lui, il est vraiment intriguant. Il comprend, il imite des sons, il essaie de contrôler d'autres êtres. Ce qui est passionnant, c'est cette idée d'interaction complexe, peut-être même de conflit, entre ces différentes espèces non humaines. Ça ouvre des possibilités narratives bien plus riches. Le fait que ce soit un flashback, qu'on sache déjà que le vaisseau va s'écraser, ça change la façon dont on vit l'histoire, non ? Oui, ça crée ce qu'on appelle l'ironie dramatique. On regarde cet équipage se débarre, on sait que leur sort est scellé. Ça donne une atmosphère de tragédie inéluctable. Mais les auteurs jouent avec ça. Ils reprennent des scènes qu'on croit connaître, mais parfois l'issue est différente, ou un détail change. Ça maintient le suspense d'une autre manière. C'est une façon habile de respecter les codes tout en surprenant quand même. Donc pour résumer, le crash du Maginot, ce n'était pas la faute à pas de chance. C'était une conspiration signée Cavalier, exécutée par un Petrovitch vengeur et rendue possible par un équipage, disons, pas au niveau. Marot s'en sort, mais il est changé à jamais et il a une nouvelle cible. C'est exactement ça. Et cette révélation change tout pour l'histoire sur Terre. La menace alien n'est plus juste une catastrophe naturelle ou une invasion. Elle est maintenant l'enjeu central d'une guerre corporatiste qui s'annonce terrible entre Weyland-Yutani et Prodigy. Les xénomorphes sont devenus des pions, ou plutôt des armes, dans un jeu de pouvoir très humain. Le cauchemar spatial a semé les graines d'un cauchemar terrestre encore plus vaste. C'est sûrement pour ça que beaucoup considèrent cet arc narratif comme un sommet. Ça mélange l'horreur pure, l'action, l'hommage à la saga, mais aussi une réflexion assez profonde sur les corporations et la nature humaine. Tout à fait, c'est très réussi à ce niveau-là. Et ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse pour la suite, non ? Marot, qui a été façonné par la loyauté corporatiste et la tragédie personnelle, part en croisade contre un autre monstre corporatiste, Cavalier. Dans ce combat où les monstres portent des costumes ou des carapaces, est-ce que la vraie menace vient toujours des étoiles, ou est-ce que c'est cette spirale sans fin de cupidité,
de vengeance et de destruction humaine qui est le véritable prédateur alpha, celui que même l'espace infini ne peut contenir.